Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons notre vaste chapitre sur les ressources terrestres et nous nous intéressons à l'enjeu énergétique. Alors, on va s'arrêter quelque temps sur ce graphique qui nous apprend énormément de choses. Déjà, on remarque, si on compare finalement la consommation énergétique dans le monde au début du XXe siècle et au début du XXIe siècle, une évolution proprement spectaculaire. Il n'y a aucune mesure finalement entre l'énergie consommée par l'humanité il y a un siècle et ce que nous consommons aujourd'hui. Alors, c'est lié à deux choses. Déjà, nous l'avons déjà vu, la population mondiale a fortement augmenté. Mais en plus, la consommation d'énergie par habitant, elle aussi, a très fortement augmenté. Vous remarquez, cette augmentation, elle se marque surtout dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Et finalement, si on devait retenir ces deux chiffres, on dirait que l'on est passé de 1 à 12 milliards de TEP entre 1950 et 2020 à peu près, donc en 70 ans. En 70 ans, la consommation énergétique a été multipliée par 12. Alors qu'est-ce qu'une TEP? Une TEP, finalement, c'est la quantité d'énergie que vous avez après avoir utilisé une tonne de pétrole. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit là dans ce graphique, le pétrole est en bleu. Donc c'est la source d'énergie la plus utilisée aujourd'hui dans le monde. Et si on compare finalement 1 kg de pétrole, 1 kg de charbon et 1 kg de gaz, ça n'a aucun intérêt. Parce que le gaz n'a quasiment pas de poids. Donc avec 1 kg de gaz, vous pouvez vous chauffer pour toute votre vie. Avec 1 kg de charbon, vous pouvez vous chauffer même pas pour la semaine. Vous voyez? Donc finalement, plutôt que de raisonner en prenant la quantité ou le poids ou le volume de chaque source d'énergie, il faut bien comparer votre centrale nucléaire, l'équivalent de l'énergie qu'elle produit, combien de pétrole il faudrait ou combien de charbon il faudrait. Et donc pour ça, on a la TEP. Donc une TEP, c'est l'équivalent de ce qu'on a une tonne de pétrole, donc c'est la quantité de gaz qu'il va te falloir utiliser pour avoir la même énergie qu'avec une tonne de pétrole. Donc voilà, c'est une unité de mesure, un petit peu comme le dollar sert de monnaie de référence quand on parle de monnaie. On va dire voilà, l'euro c'est tant de dollars, le yen c'est tant de dollars, et comme ça sert à comparer un petit peu tout. C'est pareil avec les TEP. Donc voilà, première information, la consommation énergétique a très fortement augmenté. Deuxième information, on voit que l'humanité finalement a développé différentes sources d'énergie, mais qui se sont additionnées les unes aux autres. C'est-à-dire, c'est pas à partir du moment où l'humanité a commencé à développer le pétrole qu'elle a arrêté le charbon. Ça ne se passe pas comme ça. En fait, quand on découvre une autre source d'énergie, elle ne remplace pas les précédentes, elle s'y ajoute. Donc on voit que, tout d'abord, c'est essentiellement le charbon qui était utilisé, puis est venu le pétrole, puis le gaz, puis les énergies renouvelables et enfin le nucléaire. Alors vous allez me dire si vous êtes particulièrement attentif, oui mais là regardez il y a déjà des énergies renouvelables. Ben oui parce que parmi ces énergies renouvelables il y en a une, l'hydraulique, qui existe depuis quasiment la nuit des temps. En revanche le solaire, l'éolien, la géothermie, ce sont des énergies beaucoup plus récentes. Donc finalement ces différentes sources d'énergie se sont surajoutées les unes aux autres et aujourd'hui on pourrait dire qu'on a près de 90% de l'énergie consommée dans le monde qui provient de sources d'énergie fossiles. Le charbon, le pétrole et le gaz. Alors on va revenir tout à l'heure sur ce qu'on entend par énergie fossile. Mais tout d'abord, il faut voir que cette énergie, elle n'est pas consommée d'une façon uniforme dans le monde. Vous avez, on va dire, trois grands pôles très consommateurs d'énergie, la Chine, puis les États-Unis et l'Europe. Donc, on serait tenté de dire, finalement, sont les principales puissances économiques qui sont aussi les principales consommatrices d'énergie et donc établir un lien de corrélation entre croissance économique et consommation énergétique. Après, cette carte, en plus des valeurs absolues qui nous sont symbolisées par ces cercles, on a les valeurs qualitatives, c'est-à-dire par habitant. Et là, on voit que ce sont essentiellement les pays les plus développés qui ont une consommation énergétique forte.
avec quand même des particularités, comme pourquoi le Canada, pourquoi le Moyen-Orient, pourquoi la Russie ont finalement une consommation énergétique plus importante que la France. Eh bien, c'est ce qu'on voit là. Hein. Regardez la consommation énergétique du Qatar, par exemple, c'est stupéfiant par rapport à ce que on a en France. Eh bien, c'est parce que ce sont des pays qui sont des producteurs d'énergie, et notamment d'énergie fossile. Le Qatar est connu dans le monde entier pour ses immenses réserves de gaz. Donc à partir du moment où l'énergie, vous l'avez sur votre territoire, et qu'elle ne vous coûte pas grand-chose à extraire, eh bien vous n'allez pas être tenté de l'économiser. Donc finalement, on peut dire que oui, les pays développés ont une consommation énergétique beaucoup plus élevée que les pays moins développés, hein, les PMA comme l'Inde. Mais au sein de ces pays développés, ceux qui sont producteurs finalement d'énergie en consomment aussi beaucoup plus que ceux qui sont importateurs. Alors je vous parlais tout à l'heure des énergies fossiles. Les énergies fossiles sont des... Le mot fossile finalement, ça renvoie à cette idée que c'est de l'ancienne matière organique, notamment des végétaux, qui ont été emprisonnés dans la croûte terrestre, qui sont décomposés il y a plusieurs millions d'années et transformés en charbon, pétrole ou gaz. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au lien qui s'affiche de cette excellente vidéo de C'est pas sorcier qui explique un petit peu ce mécanisme. Mais finalement, voilà, il n'y a rien de plus naturel que la formation de ces énergies fossiles. Mais il leur faut un temps qui n'est pas celui de l'humanité, j'ai envie de dire. Si on attend des millions d'années que le charbon, le pétrole, le gaz se reforment, nous ne serons probablement plus là pour le voir. Et puis, la question c'est, est-ce qu'il restera du pétrole d'ici 50 ans? Donc si d'ici 50 ans, on a utilisé toutes nos réserves de pétrole, on ne va pas attendre ensuite 2 millions d'années qu'il se régénère. Donc c'est ça qu'on entend par énergie fossile. Des sources d'énergie non renouvelables à une échelle de temps humaine. Alors elles ont un avantage, ces ressources fossiles, c'est qu'elles permettent d'avoir une grande quantité d'énergie pour pas très cher. Le bénéfice coût de l'énergie et quantité d'énergie y est très, très favorable. Et puis ça peut se transporter. Voilà, le pétrole, vous pouvez partir avec votre jerrycan de pétrole et l'utiliser quand vous en avez besoin. Ce qui n'est pas le cas de l'électricité. L'électricité, c'est une source d'énergie secondaire. Une fois qu'elle est produite, l'électricité, il faut la consommer, on ne peut pas la stocker. Donc voilà, ça c'est les deux gros avantages de ces énergies fossiles, hein, et c'est notamment en raison de leur coût faible qu'elles représentent 90% de la consommation énergétique mondiale. Le problème, c'est que ce sont aussi des sources d'énergie qui émettent énormément de gaz à effet de serre et notamment du CO2. Hein. Là, vous avez finalement sur le diagramme à gauche des types de gaz, là des types de pétrole, ici, et là des types de charbon. Et à côté, là, des énergies renouvelables ou le nucléaire. Donc on voit qu'il y a vraiment d'un côté les énergies fossiles extrêmement polluantes sur le plan du réchauffement climatique, et de l'autre, le nucléaire et les énergies renouvelables qui ont un impact sur le réchauffement climatique beaucoup plus faible. C'est pour ça que finalement la réduction de ces énergies fossiles, c'est un des principaux enjeux des COP, hein, ces Conference of Parties, dont vous avez peut-être entendu parler notamment de la COP 21 qui s'était tenue à Paris. Et bien, ces conférences, elles ont lieu tous les ans. Hein. Aujourd'hui, c'est la COP 26 qui doit avoir lieu. Le but, c'est finalement que chaque pays s'engage à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Le problème, c'est que finalement, comme ces COP ne décident tout qu'à l'unanimité, c'est-à-dire qu'il faut que tous les pays du monde se mettent d'accord, et bien généralement, ce sont des choses non contraignantes qui sont décidées. C'est-à-dire, on s'engage à diminuer de 30% nos émissions de gaz à effet de serre, mais si on n'y arrive pas, il n'y aura pas de sanctions économiques, il n'y aura aucune conséquence en quelque sorte. Donc finalement, leur impact est assez limité. Et on pourrait dire enfin que parmi les énergies fossiles, il faut les distinguer. Certes, ce serait bien de se passer des trois, mais il faudrait le faire graduellement d'un point de vue climatique. D'abord se passer du charbon, ensuite du pétrole et ensuite du gaz. Parce que le gaz émet quand même quasiment 2 fois moins de CO2 que le charbon. Donc il y a un enjeu indispensable
vu le réchauffement actuel que nous connaissons, de réduction des énergies fossiles et principalement du charbon. Principalement du charbon parce que le charbon ne coûte pas cher, c'est l'énergie fossile qui coûte la moins cher, donc c'est très tentant de l'utiliser, mais les réserves mondiales de charbon sont considérables, et si finalement l'humanité attend de ne plus avoir de charbon pour développer d'autres sources d'énergie, on va être un réchauffement climatique de plus 5, plus 6, plus 7 degrés, hein, parce qu'on pourrait continuer pendant au moins un siècle encore en utilisant du charbon. Donc là, il y a un enjeu effectivement géopolitique majeur. La France n'utilise quasiment plus de charbon, mais il faudrait que la majorité des pays du monde, et notamment la Chine, en viennent aussi à se passer du charbon. Alors, maintenant, on va parler un petit peu du nucléaire. Et alors, c'est étrange parce que pour vous parler du nucléaire, je vous montre le cours du pétrole. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que si vous voyez le cours du pétrole, vous voyez que finalement, de 1861 aux années 1970, le pétrole ne coûte quasiment rien. Il ne coûte quasiment rien, donc il est utilisé partout, on ne cherche pas forcément à l'économiser, et voilà, c'est une énergie très répandue. Et donc pourquoi chercher une alternative alors que le pétrole est si efficace et coûte si peu cher? Certes, sauf qu'en 1973, une guerre éclate entre Israël et ses voisins arabes, la guerre du Kippour, et une fois encore, Israël écrase militairement ses adversaires. Sauf que Israël est soutenu notamment par les États-Unis, l'Europe, donc par ce qu'on pourrait appeler les pays développés. Et les pays adversaires d'Israël, donc la Syrie, l'Égypte ou autres, ont une certaine proximité avec d'autres pays arabes qui par ailleurs sont les principaux producteurs de pétrole. Et comme ce qui fait la valeur d'une chose, c'est le rapport de l'offre par rapport à la demande, eh bien ces pays-là, qui font partie d'une même organisation, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et ils ont même créé une organisation qui est l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, au sein même de l'OPEP, décident du jour au lendemain de diminuer grandement leur production. Du coup, les prix flambent, et beaucoup de pays comme la France se retrouvent en pénurie de pétrole. Il faut imaginer aux États-Unis des files de 30 ou 40 voitures qui font la queue dans des stations-service, qui ne peuvent se servir que 5 litres par personne, avec finalement le gardien de la station-service qui veille avec son fusil. Voilà, c'était ça le choc pétrolier. Et ça a vraiment traumatisé une partie de la population occidentale de se retrouver du jour au lendemain dans une situation de dépendance et se dire, tiens, mince, ce pétrole que j'utilise dans la vie de tous les jours, en fait, du jour au lendemain, l'approvisionnement peut s'arrêter et je me retrouve sans rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une crise, comme la Covid-19, eh bien, les gens vont se ruer vers les stations-service pour vite faire le plein, parce qu'il y a cette peur-là qui est encore ancrée dans nos sociétés du manque de pétrole. Alors que vont décider certains pays? Eh bien, certains pays vont décider du coup de développer une autre forme d'énergie, qui n'utiliserait pas le pétrole et les énergies fossiles, et notamment le nucléaire. Le nucléaire qui consiste finalement à prendre de l'uranium, à l'irradier dans des centrales et ainsi à produire de l'électricité. Il faut savoir que la grande majorité de l'électricité produite en France est d'origine nucléaire. Donc ce nucléaire, il offre l'avantage d'assurer tout d'abord une indépendance énergétique. C'était d'abord la première raison pour laquelle en France nous avons développé le nucléaire. Être indépendant vis-à-vis de pays comme l'Arabie Saoudite. Puis le deuxième intérêt, qui est beaucoup plus actuel, c'est que dans un contexte de réchauffement global, le nucléaire émet peu de gaz à effet de serre. Donc, il n'est pas responsable du réchauffement climatique. Donc c'est quand même deux gros avantages. Après, il y a aussi deux gros inconvénients au nucléaire. Nous ne savons pas traiter aujourd'hui les déchets radioactifs. Donc on se contente de les enterrer en espérant que dans plusieurs décennies on saura en faire quelque chose. Mais donc on a des déchets qui sont encore pleins de radioactivité pour des milliers d'années et dont on ne sait que faire. C'est quand même un problème éthique. Et le deuxième, c'est les accidents nucléaires. Il y en a eu deux principaux. Tchernobyl en 1986, Fukushima au Japon en 2011. Et ça aussi, ça a fortement marqué l'opinion publique. Par exemple, l'Allemagne, après Fukushima, a décidé de se retirer finalement du nucléaire et de développer d'autres sources d'énergie. Alors, comme on le voit, finalement, on a un rapport aussi coût
de production d'énergie, qui fait qu'avec les énergies renouvelables, type éolien, photovoltaïque, hydroélectricité, eh bien, ça revient quand même plus cher que les énergies fossiles ou le nucléaire. Donc, même si en France, il y a aujourd'hui une volonté politique de développer les énergies renouvelables au détriment des énergies fossiles dans le cadre de la transition énergétique, finalement la transition énergétique c'est passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, eh bien celle-ci au niveau mondial reste encore assez minoritaire puisqu'on estime que moins de 10% de l'énergie utilisée dans le monde est d'origine renouvelable et à grande majorité cette énergie-là c'est de l'énergie hydraulique, c'est-à-dire avec les barrages sur les fleuves. Alors un autre aspect dont je voudrais vous parler, c'est les hydrocarbures non conventionnels. Alors vous avez peut-être pas entendu parler du pétrole non conventionnel, mais vous avez peut-être déjà entendu parler du pétrole offshore par exemple, ou du pétrole ou du gaz de schiste. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'énergie fossile, donc de pétrole ou de gaz, mais qui est exploité d'une façon non habituelle. C'est-à-dire que normalement, votre puits de pétrole en Arabie Saoudite, vous puisez par pompage dans le sol, vous l'extrayez et puis c'est bon, vous l'avez, c'est facile. Offshore, vous faites la même chose, mais en haute mer. Donc il faut construire une plateforme qui résiste aux vagues, qui résiste, comme on le voit là au nord de la Russie, aux glaces aussi, quand ça gèle. Et puis une fois que vous avez ce pétrole, il faut arriver à l'acheminer vers les lieux de consommation. Donc on remarque que ces plateformes offshore, ça va coûter plus cher d'y extraire les hydrocarbures, et ça représente aussi plus de risques pour l'environnement, parce qu'il va falloir le transporter, il va falloir l'extraire dans des conditions plus difficiles, donc la possibilité d'avoir un accident y est plus forte. C'est pareil pour le gaz ou le pétrole de schiste. Là, la technique consiste finalement à aller fracturer la roche, parce que le pétrole ou le gaz est contenu dans de la roche, et donc on envoie de l'eau à très forte pression pour faire ressortir les hydrocarbures. Problème, le gaz ou le pétrole de schiste peut générer des petits mouvements de terrain par cette fracturation hydraulique. La consommation en eau y est très forte, puis c'est une eau dans laquelle il y a des produits. Donc voilà, il y a des conséquences environnementales assez lourdes qui font que là aussi, ça coûte plus cher d'un point de vue économique et aussi d'un point de vue environnemental. Pour cette raison que par exemple en France, il y a un moratoire sur l'exploitation de gaz de schiste. Nous pourrions exploiter du gaz de schiste parce qu'il y en a dans notre sous-sol, mais il y a plutôt un consensus dans la société française pour que ce gaz-là ne soit pas exploité. Alors que les États-Unis, eux, l'exploitent en masse. Il faut savoir que grâce au gaz et au pétrole de schiste, les États-Unis sont passés du premier importateur d'hydrocarbures au premier producteur et peut-être même bientôt au premier exportateur. Donc là, il y a eu un tournant qui s'est joué, alors avec des conséquences environnementales assez lourdes, mais voilà, il y avait une volonté d'un point de vue économique d'être indépendant sur le plan énergétique. Il y a aussi les sables bitumeux. Donc là, c'est du sable, du pétrole mélangé au sable. Donc il faut faire chauffer ça à forte température pour séparer l'hydrocarbure de la roche. Donc là aussi, ça a un coût plus important, et des conséquences environnementales plus importantes. Vous voyez là une mine à ciel ouvert dans le Canada. Vous n'avez pas envie d'habiter là-bas. Donc 3 exemples d'hydrocarbures non conventionnels. Finalement, c'est du gaz ou du pétrole ordinaire une fois qu'il a été récolté, mais c'est la façon dont on le récolte qui fait que c'est non conventionnel. Alors, il y a un autre enjeu qui est un petit peu complexe à saisir, mais que j'ai envie de vous faire toucher du doigt, qui est que, bon, déjà on peut être opposé aux hydrocarbures non conventionnels pour des raisons environnementales, mais même d'un point de vue économique, ça représente un risque. Pourquoi? Je vous l'ai dit, le coût de production du pétrole non conventionnel est plus cher. Donc prenons un exemple, ça coûterait 10 € d'obtenir un baril de pétrole avec du conventionnel et 50 $ avec du non conventionnel. Si vous vendez votre baril 80 $, dans les deux cas, vous faites des bénéfices et donc vous gagnez de l'argent. Sauf que celui, comme les États-Unis, qui pense être indépendant de celui qui a du pétrole conventionnel, comme l'Arabie Saoudite, parce que lui aussi en produit, finalement il prend un risque. Parce que si du jour au lendemain, la production de pétrole augmente, parce que l'Arabie Saoudite décide de produire à plein régime, pour affaiblir les autres justement, ou si la demande diminue, comme ça a été le cas avec la crise de la Covid-19, eh bien le prix de vente peut baisser, et être encore rentable pour le pétrole conventionnel, mais négatif
pour le pétrole non conventionnel. Et cela s'appelle produire à perte. Ça a été le cas aux États-Unis. Pendant la crise de la Covid-19, le prix du pétrole était tellement bas que finalement, ils perdaient de l'argent. Vous allez dire, mais pourquoi produire des hydrocarbures si vous perdez de l'argent? Il vaut mieux parfois continuer à produire à perte que de payer des indemnités chômage aux gens qui travaillent chez vous, de fermer votre entreprise. Et puis, ces entreprises, généralement, elles empruntent auprès des banques, elles les remboursent progressivement sur des dizaines, des 20, 30 ans. Donc du coup, c'est un pari sur l'avenir. Ceux qui développent le pétrole ou le gaz non conventionnel parient qu'à l'avenir, le cours du gaz ou du pétrole sera au moins aussi élevé qu'aujourd'hui, voire plus élevé. Mais si le cours de ces ressources s'effondre, ils sont ruinés. Donc sur le plan environnemental, c'est assurément une bêtise. Sur le plan économique, ce n'est pas forcément une bêtise, mais c'est un risque. Ce n'est pas certain que ce sera une bonne chose pour les pays qui ont choisi de le développer. Un petit exemple pour illustrer ça, vous avez là le cours du pétrole ces 20 dernières années. Donc vous voyez qu'il est plutôt haut quand même, généralement entre, on va dire, 70 $ et 120 $ le baril. Sauf que, on voit là une grosse crise qui correspond finalement au mois de mars-avril, hein, premier confinement, où le prix du baril est tombé à 20 $. Il faut savoir que, par exemple, concernant les sables bitumeux, votre exploitation elle est rentable à partir du moment où le cours du baril il est au-dessus de 60 $. Vous voyez que le 12 janvier, il était à 56. Donc là, ça fait presque un an que ceux qui produisent du pétrole grâce au sable bitumeux produisent à perte. Donc voilà, ils perdent de l'argent pour produire du pétrole parce que ça leur coûte plus cher que de le produire qu'ensuite ils ne vont le vendre. Donc voilà en quoi finalement ce cours du pétrole est fluctuant et peut se retourner contre ceux qui développent les hydrocarbures dits non conventionnels. Alors on pourrait donc dire que finalement, suivant les pays, les sources de production énergétique et les modes d'extraction, conventionnels, non conventionnels, varient suivant les ressources qui sont présentes dans ces pays, mais aussi l'implication écologique des politiques de développement. La France, par exemple, a cet exemple de posséder une ressource qu'elle choisit de ne pas exploiter pour des raisons environnementales. Alors, comme on vient de le dire, il n'y a aucune énergie qui est parfaitement neutre sur le plan climatique et qui est sans risque. Donc pour cette raison, un enjeu qui est aussi très important consiste à développer une sobriété énergétique. La sobriété, c'est quand vous consommez une chose en petite quantité. Généralement, on l'emploie pour l'alcool. Je suis sobre, sous-entendu, je n'ai pas bu beaucoup d'alcool. Mais la sobriété énergétique, c'est ne pas consommer beaucoup d'énergie. Alors, ça peut passer par construire des logements mieux isolés. Du coup, vous consommez moins d'énergie pour vous chauffer. Pour ça, par exemple, que la France et les régions vous financent l'isolation de vos combles. Vous avez peut-être vu ces publicités dans la rue ou sur Internet, isolez vos combles pour 1 €. Ça sent l'arnaque. Pourquoi il y a quelqu'un qui va travailler chez vous pendant 2 jours, mettre de la laine de verre pour avoir seulement 1 €? En fait, c'est parce que vous payez 1 €, mais l'État et la région payent le reste. Et de cette façon, vous consommez moins d'énergie et donc la France émet moins de gaz à effet de serre. Autre exemple, développer les transports en commun. Ou encore supprimer l'éclairage nocturne. Des magasins qui laissent la lumière toute la nuit allumée pour faire une sorte de publicité, c'est dommage parce que c'est une consommation énergétique qui ne sert à rien. Voire même là, en période de couvre-feu, est-ce qu'il est logique de continuer à avoir des lampadaires partout allumés alors que normalement les Français ne doivent pas sortir? Donc voilà, il y a un enjeu derrière qui est peut-être plutôt que trouver une autre source d'énergie, déjà consommer moins d'énergie. En tout cas, ça c'est un enjeu dans les pays développés, parce que oui, dans les pays émergents ou les PMA, qui ont besoin pour leur économie de se développer, ce discours-là est moins entendable. Donc c'est aussi un enjeu des COP d'arriver à aider au développement des pays les plus pauvres, sans que ce développement passe par l'utilisation du charbon, donc en finançant du solaire, des barrages hydrauliques, par exemple. Parce que il y a quand même une certaine hypocrisie, c'est-à-dire où la France va dire « Regardez, nous avons baissé nos émissions de gaz à effet de serre alors que la Chine les augmente. » Certes, mais pour quelle raison la Chine les augmente? Parce qu'en grande partie, elle utilise cette énergie pour produire des marchandises qu'elle va ensuite vendre aux Français.
Donc la France, en tant que pays, a baissé son empreinte climatique, mais les Français, eux, c'est pas certain. Parce que si on va avoir l'empreinte finalement écologique des Français, il faudrait faire les émissions de gaz à effet de serre de la France, plus les exportations, non, plus les importations, c'est-à-dire que ce qu'on fait venir dans notre territoire pour le consommer, eh bien ça, le coût énergétique qu'il a fallu produire pour le faire, eh bien, il faudrait le rajouter à nos émissions, moins nos exportations. Et donc là, effectivement, dans ce cas-là, on aurait plutôt une augmentation de gaz à effet de serre ces dernières années. Voilà pourquoi on peut dire que quand même à moyen terme, un changement des modes de vie semble indispensable de la part des habitants de pays développés, au moins. Donc pour résumer ce chapitre et résumer finalement les avantages et inconvénients de chaque énergie, on voit que le pétrole et le gaz naturel sont des énergies peu chères, du moins au début du XXe siècle. Mais l'inconvénient, c'est que les réserves sont limitées, qu'elles émettent du CO2 et génèrent aussi des tensions géopolitiques. Et le gaz aussi d'ailleurs. Le charbon, là, bon, les réserves limitées, pas vraiment. Il y a énormément de réserves de charbon. Par contre, elles émettent de la pollution, des émissions de CO2. Alors, ce qu'ils entendent par pollution, c'est en plus de l'impact négatif dans le réchauffement climatique, c'est ce qu'on appelle la pollution atmosphérique, qui fait que les gens meurent de maladies respiratoires, et ça se chiffre en centaines de milliers de personnes par an dans le monde, qui meurent à cause finalement des particules fines dans l'air émises. Par exemple, pour la ville de Paris, ça va être les gens qui roulent sur le périphérique, qui rejettent du coup ces particules fines, mais les centrales à charbon en Chine qui sont à proximité des centres urbains, là c'est dramatique. Ce qui fait que même la Chine aujourd'hui est en train finalement d'essayer de limiter son utilisation de charbon, ou au moins d'utiliser du charbon assez éloigné des centres urbains. Après, il y a le nucléaire. Donc l'avantage, c'est qu'il n'émet pas de CO2. Par contre, l'inconvénient, il représente des risques technologiques et se pose la question des déchets radioactifs que l'on ne sait pas encore recycler. Après, dans les énergies renouvelables, l'hydroélectricité, elle n'émet pas de CO2. Elle coûte moins cher quand même que les autres sources d'énergie dites renouvelables. Le problème, pour faire ces barrages, souvent on les fait dans des forêts, des jungles, et ces retenues d'eau se font au détriment de forêts, donc ça peut engendrer de la déforestation. Ça peut engendrer aussi des déplacements de population. On le verra dans le prochain chapitre qui s'intéresse un peu plus en détail à l'eau, mais le barrage des Trois Gorges en Chine, c'est près de 2 millions de personnes déplacées. Et un éventuel risque si le barrage venait à rompre. En Italie, une rupture de barrage a été à l'origine de la mort de 1600 personnes dans les années 60. Donc là aussi, c'est un risque peut-être moindre que le risque d'une centrale nucléaire, mais c'est un risque qui est existant aussi. Les biocarburants, j'y reviens pas, on en a parlé dans le chapitre sur nourrir l'humanité, donc là aussi ça émet beaucoup moins de CO2 que l'essence, mais après ça se fait au détriment de l'usage alimentaire, et puis ça peut aussi engendrer la déforestation. Et enfin, le solaire, l'éolien, la géothermie, l'avantage c'est que ça émet peu de CO2, que du soleil, du vent, on en a un petit peu partout sur le monde. L'inconvénient c'est que le rendement est très très faible. Donc finalement, le coût de votre installation ramené ensuite à la production d'énergie que vous allez avoir, il est plutôt faible. Et aussi, c'est ce que l'on appelle des énergies intermittentes. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'énergie si vous avez du solaire. Donc du coup, passer la France demain au 100% éolien ou solaire, c'est difficilement possible. Sinon, vous acceptez de ne pas vous chauffer s'il n'y a pas de vent et qu'il n'y a pas de soleil. Ce qui est gênant parce que généralement vous avez besoin de vous chauffer en hiver et c'est pas là où il y a le plus de soleil. Bon, il y a du vent, mais pas tout le temps non plus. Donc, si vous avez retenu de ce chapitre, ne serait-ce que, oulala, c'est compliqué, finalement il n'y a pas de solution miracle, et la situation actuelle va plutôt dans la dégradation parce que finalement la consommation énergétique ne fait qu'augmenter, et bien j'aimerais dire, vous avez compris l'essentiel. Voilà, c'est un petit peu pessimiste, mais l'enjeu il est là. Il est que la situation actuelle elle est très complexe parce qu'il faudrait se passer le plus tôt possible des énergies fossiles. Or, ça représente presque 90% de la consommation énergétique mondiale. Donc comment diminuer par 10 la consommation énergétique, ça semble quand même peu probable
alors l'espace de quelques années, et développer uniquement les énergies renouvelables, on voit qu'elles ont certains inconvénients quand même, et qu'on pourrait difficilement ne faire qu'avec elles, à part à consommer 10 fois moins d'énergie. Voilà. Donc effectivement, la situation est complexe. Je vous ai pas dit forcément que je vous apporterai des réponses. C'est pas le but d'ailleurs de la géographie, d'apporter des réponses, mais au moins déjà de comprendre les enjeux et de comprendre que finalement la question énergétique sera probablement une des questions majeures du XXIe siècle. Sur ce, travaillez bien, prenez soin de vous, aérez-vous quand il y a un petit peu de soleil, mais avant 18h, et nous nous retrouverons la fois prochaine pour parler de l'eau et voir en quoi il s'agit d'une ressource indispensable.